Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à la soirée thématique sur les troubles du traitement auditif. Virginie et moi sommes ravis de pouvoir vous présenter ce webinaire grâce au partenariat entre la Fondation pour l'audition et la Fédération nationale des orthophonistes, représentée par le syndicat des orthophonistes des Hauts-de-France. L'objectif de cette conférence est de mettre en lumière une pathologie encore peu connue et de renforcer les réseaux interprofessionnels concernés. D'ailleurs, nous aurons ce soir des auditeurs de profils vraiment variés, orthophonistes, médecins, neuropsychologues, audioprothésistes, des Hauts-de-France, mais également d'autres régions, voire du monde entier. Ce soir, nous aurons donc la chance d'écouter 3 intervenants que nous tenons tout particulièrement à remercier. Le docteur Isabelle Rouillon, ORL à la PHP, Aude Delamaze, orthophoniste à l'unité ressources audition à Toulouse, et Vincent Croze, audioprothésiste dans les Hauts-de-France. Nous sommes conscients que 90 minutes ne seront pas suffisantes pour faire le tour du sujet et que cette soirée est une sensibilisation, une information et non une formation. Mais nous essaierons de répondre au mieux à vos questions à la fin du webinaire. Bonne écoute. À tout à l'heure. Ok. Très bien. Donc, on est sur ta première slide, Isabelle. Oui, tout à fait. Donc, donc le rôle de l'ORL dans le trouble du traitement auditif va être pluriel. Il va tout d'abord être de repérer parmi sa patientèle des enfants qui ont ces difficultés d'audibilité. Il va être de vérifier que ces enfants peuvent être éligibles au bilan à la recherche d'un trouble du traitement auditif, à savoir qu'il ait une audition périphérique normale et qu'il n'ait pas d'autres troubles associés trop importants qui pourraient impacter l'interprétation du test. Et en fait, enfin, il va être de poser le diagnostic et de proposer une prise en charge adaptée. Deuxième slide. Donc, le trouble du traitement auditif, c'est un traitement atypique de l'information auditive au niveau des voies auditives centrales qui va se caractériser par de faibles capacités d'audibilité et qui pourrait toucher environ 0,2 à 5% de la population pédiatrique. Aujourd'hui, les plus récentes études sont plutôt en faveur de la fourchette basse, à savoir 0,2 à 0,5%. Les premières études étaient peut-être probablement un peu biaisées par l'effet de centres experts, mais le travail de Nagao et Morley était plutôt en faveur d'une prévalence plus basse. Le trouble du traitement auditif est lié au déficit d'un ou de plusieurs processus auditifs centrales qui vont être en charge de traiter la discrimination phonémique, le traitement binaural de l'information auditive et le traitement temporel de l'information auditive. Nous allons tout d'abord faire un petit rappel de la physiologie de l'audition. C'est important parce que, comme vous allez le voir, le diagnostic de trouble du traitement auditif est un diagnostic d'élimination et il faut bien comprendre la physiologie de l'audition pour pouvoir voir étape par étape comment préciser l'origine du trouble. Alors, vous savez pour la plupart que l'oreille est constituée donc de 3 compartiments: l'oreille externe, l'oreille donc composée du pavillon et du conduit auditif, l'oreille moyenne, le tympan, les osselets et l'oreille interne. Le son, c'est une vibration qui va faire bouger l'air, bouger le tympan, bouger les osselets. Le dernier osselet, l'étrier, va s'enfoncer et va pousser le liquide dans l'oreille interne. Quand les cellules qui sont situées dans l'oreille interne bougent, il va y avoir une déflexion, une impulsion électrique qui va être transmise au nerf auditif et qui va qui va transmettre l'information auditive aux voies auditives ascendantes. Diapositive suivante, celle sur l'audition. Donc là, on reprend la vibration dans le conduit auditif externe, le mouvement des petits osselets. Vous voyez l'étrier dans l'oreille moyenne qui va pousser, qui va faire bouger le liquide dans l'oreille interne. Et quand ce liquide bouge, diapositive suivante, ça va faire bouger sur le schéma du centre où vous voyez une grosse cellule avec un fond bleu, ça va faire bouger les cils qui sont à la surface de la cellule. Et quand le cil bouge, ça fait des variations ioniques qui vont permettre de libérer un neuromédiateur et d'engendrer un signal électrique le long des voies auditives centrales. Alors, vous l'avez compris,
diapositive suivante, le traitement de l'information sous-tend deux parties. Une partie de transmission périphérique du son, ce qu'on appelle la mécanotransduction, c'est-à-dire la transformation d'une information mécanique transmise par le tympan et les osselets aux cellules ciliées internes. Et les cellules ciliées internes vont transformer cette information vibratoire, mécanique, en signal électrique qui va stimuler le nerf auditif. Ça, c'est la partie périphérique du traitement de l'information auditive. Et après, il y a une deuxième partie du traitement central de l'information, où l'information auditive va cheminer le long de différents relais pour aller jusqu'au cortex auditif. Et là, l'information va être décodée, analysée, interprétée et va donner tout son sens au message acoustique. Diapositive suivante. Alors, l'information acoustique, une fois qu'elle est transformée en signal électrique et qu'elle chemine le long du nerf, elle va prendre une première voie qui est la voie auditive primaire. Donc l'information va arriver au noyau cochléaire à la base du tronc cérébral. Elle va cheminer le long de 5 relais neuronaux pour arriver jusqu'au cortex auditif primaire. Au niveau du tronc cérébral, il y a des croisements, ce qui va permettre donc au niveau du complexe audivaire supérieur et puis après au niveau du colliculi inférieur, permettre déjà un traitement de localisation de la source sonore. Puis l'information est transmise au thalamus. Au thalamus, il va y avoir fusion et jonction avec d'autres voies en lien avec d'autres informations sensorielles. Et enfin, dernier relais vers le cortex auditif primaire pour décodage de l'information auditive. Si l'on reprend diapositive suivante, c'est donc l'intégration comportementale de l'information auditive. Si l'on reprend sur ce schéma, vous voyez qu'il y a 2 traitements. En rouge, le traitement le long de la voie auditive primaire. Ce sont donc nos 5 relais neuronaux qui vont mener l'information auditive de la base du tronc, de l'arrivée du nerf cochléaire jusqu'au cortex auditif primaire. Et puis, ces mêmes fibres à l'arrivée du tronc cérébral, au noyau cochléaire, vont faire fusion avec la formation réticulée qui va, elle, traiter l'information en lien avec les autres voies sensorielles. À savoir, elle va communiquer avec les voies en lien avec l'information visuelle, avec l'information labyrinthique, avec les centres d'éveil, avec les centres végétatifs, avec le traitement des émotions, ce qui va permettre d'intégrer le message auditif dans l'ensemble des informations sensorielles et de lui donner tout son sens, de prioriser l'intérêt ou l'urgence d'une information par rapport à une autre. Un petit mot sur le modèle de Medvedsky. On considère que l'information auditive bénéficie de 2 types de traitements. Un traitement qui est dit bottom-up, c'est toujours le même, hein, c'est la voie auditive primaire ascendante qui va mener l'information donc de la cochlée jusqu'au cortex auditif primaire. Et puis un traitement descendant, top-down, qui va dépendre en fait de la façon dont l'enfant va interpréter et analyser le message auditif, sachant que la voie bottom-up, elle dépend des caractéristiques intrinsèques du signal acoustique. Donc la voie bottom-up s'arrête au moment où le signal acoustique est intégré et mémorisé dans ce qu'on appelle la mémoire échoïque. Il va, une fois être mémorisé, stocké dans cette mémoire à très court terme, cette information va être confrontée à l'information qui est déjà dans les centres linguistiques. Elle va être comparée, analysée, on va lui donner du sens. Et si elle est jugée pertinente, elle va être enregistrée dans la mémoire à court terme et l'information va pouvoir accéder à la conscience. Tout ce travail d'analyse, de confrontation, de comparaison nécessite de bonnes capacités attentionnelles, cognitives et de mémorisation. Et c'est pour cela que ces compétences vont pouvoir impacter la façon dont on interprète le message auditif. En résumé, diapositive suivante. En résumé, si vous pouvez passer jusqu'à ce que toute la... Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui, c'était bon.
Donc, euh, en résumé, je vous dirais que le trouble du traitement auditif peut être lié à un défaut de traitement sur la voie ascendante, bottom-up, mais aussi par un défaut d'analyse de la voie descendante, c'est-à-dire la façon dont l'enfant va interpréter le message auditif. Et aujourd'hui, certains professionnels, enfin, selon certaines écoles, certains pensent qu'il s'agit plus d'un trouble type top-down et d'autres plus d'un trouble de type bottom-up. Pour autant, actuellement, on va plutôt vers un diagnostic plus large des difficultés de type TTA et à savoir qu'il s'agirait plutôt d'un spectre de troubles du traitement auditif allant des difficultés bottom-up jusqu'aux difficultés top-down. Et c'est tout à fait ce que l'on voit dans l'analyse de notre patientèle, à savoir des enfants qui ont des difficultés tout à fait isolées de traitement de l'information auditive et d'autres, environ dans 60% des cas, qui sont multidisques, qui ont d'autres difficultés associées, et Aude reviendra plus amplement là-dessus. Alors, un petit mot sur l'historique, c'est Michael Bost en 54 qui a décrit pour la première fois ces enfants qui avaient une inhabileté à écouter, à entendre, et qui se présentaient un petit peu comme des enfants qui ont une surdité légère, alors que leur audition périphérique était normale. La première description parlant de centrale, alors la traduction anglaise de TTA, c'est APD pour Auditory Processing Disorder. Donc, la première description faite par l'American Society of Audiology, c'était le Central Auditory Processing Disorder dans les années 96. Puis le CAPD a été reconnu par différentes sociétés et en 2020, on a laissé tomber la dénomination centrale pour justement prendre en compte tout ce spectre de pathologies pouvant aller du périphérique au central. Donc aujourd'hui, on parle de APD ou de TTA et l'arrêté du 14 novembre 2018 a ouvert le remboursement et la prise en charge tant orthophonique qu'audioprothétique pour le trouble du traitement auditif. Diapositive suivante. La British Society a classé le TTA en 3 grands groupes. Le TTA développemental, c'est-à-dire que ce sont des difficultés d'audibilité qui ont été remarquées par les parents dès la petite enfance, sans qu'aucune étiologie ne soit retrouvée. Contrairement au TTA acquis, qui eux sont secondaires à une étiologie bien connue, que ce soit vasculaire, inflammatoire, tumoral, infectieux. Et là, on est plutôt dans un contexte de pathologie adulte. Et enfin, les TTA dits secondaires, c'est-à-dire résultant d'un trouble auditif chronique persistant, d'une très grande prématurité, quelque chose qui a empêché la bonne maturation des voies auditives et d'expérimenter suffisamment d'informations auditives pour avoir des repères précis. Diapositive suivante. Donc, le rôle de l'ORL, comme je vous le disais, va être multiple. Tout d'abord, de repérer eh bien, ces difficultés. Aude vous les décrira de façon plus complète, mais de repérer ces enfants qui, justement, ne sont pas à l'aise avec les informations auditives. Ils se présentent comme des enfants qui sont plus compétents comme si leur voix auditive n'était pas la voix sensorielle privilégiée. Ils sont malhabiles pour écouter, ils se présentent un peu comme des surdités légères. Donc tout d'abord les repérer dans nos patientèles et secondairement, eh bien, quand on vous adresse un enfant en tant qu'ORL pour suspicion de TTA, eh bien, organiser le bilan puis la prise en charge. Alors, quand on reçoit un enfant suspect de TTA, c'est d'ailleurs souvent nos collègues orthophonistes qui nous adressent les enfants, qui sont suivis en général depuis un moment en rééducation orthophonique. Et c'est à l'issue de leur bilan que nos collègues orthophonistes voient des atypies qui peuvent orienter vers un TTA. Donc, nous recherchons les antécédents personnels et familiaux. C'est souvent que les parents nous disent ah ben moi, j'ai aussi les mêmes difficultés que mon enfant. Rechercher des anomalies du développement psychomoteur, comme vous le verrez, on peut avoir des difficultés associées,
il faut les rechercher parce qu'elles peuvent impacter l'interprétation de nos tests. Se renseigner sur la qualité de développement du langage. Est-ce qu'il y a eu un retard de langage? Est-ce qu'il y a des difficultés persistantes? Aude vous en parlera aussi. Est-ce que ces difficultés d'audibilité ont eu des conséquences sur la scolarité? Est-ce qu'il y a eu des aménagements mis en place? Quelles sont les difficultés? De quoi se plaint l'enfant? Qu'est-ce que rapportent les parents? Qu'est-ce que signalent les enseignants? Quels bilans ont été effectués? C'est important de récupérer tant les bilans orthophoniques que les bilans psychométriques. On peut aussi s'aider de questionnaires. Il y en a plusieurs dans la littérature qui ont été publiés. À ce jour, aucun questionnaire ne permet de poser un diagnostic, mais ils ont le mérite de faire un état des lieux un petit peu complet. Enfin, on doit pratiquer un examen ORL, une audiométrie tonale et vocale qui doit être normale et de façon systématique des PEA du tronc cérébral afin d'éliminer une neuropathie auditive associée. Alors, je vous ai dit, le diagnostic du TTA, c'est un diagnostic d'élimination. Effectivement, nous n'avons pas aujourd'hui de tests objectifs qui permettent de poser le diagnostic de TTA. Donc, 2 écueils à cela. Tout d'abord, nous sommes dépendants de la participation de l'enfant au test. Et deuxième écueil, eh bien, il faut évidemment s'assurer qu'il n'y a pas d'autres pathologies intercurrentes. On peut imaginer intellectuellement qu'on puisse associer et une surdité périphérique et une anomalie de traitement central, bien sûr. Mais nos tests sont, Aude vous le redira, mais sont étalonnés et sont calibrés pour être réalisés chez des enfants qui ont une audition normale. On va les faire à 60 décibels. On ne peut pas aller tester un enfant qui a une surdité sévère. On ne peut pas tester non plus un enfant qui a une surdité asymétrique, sinon ça impacterait, ça fausserait de façon pathologique le test dichotique, toutes les épreuves d'audition binaurale. Donc, bien sûr qu'on peut avoir des difficultés associées, mais ce diagnostic de TTA est déjà suffisamment difficile quand il est isolé. Donc aujourd'hui, le diagnostic de TTA et les bilans de TTA ne sont réservés qu'aux enfants qui ont une audition périphérique normale et symétrique. On ne sait pas faire autrement. Donc, diapositive suivante. Donc, première étape, vérifier la normalité de l'audition périphérique. À gauche, vous avez un examen audiométrique. Une audition tonale normale, on est au-dessus de 20 décibels sur l'ensemble des fréquences. Et une vocale normale, on doit être à 100% d'intelligibilité à 30 décibels. On doit aussi s'assurer de l'absence de neuropathie auditive. Vous le verrez, les tableaux peuvent être assez proches. Et pour cela, on doit faire des PEA du tronc cérébral. Et vous voyez sur le graphe de droite l'enregistrement des ondes qui témoignent de la bonne transmission le long du nerf cochléaire jusqu'au colliculi inférieur à la partie haute du tronc cérébral. Diapositive suivante. Alors, quel test objectif nous avons pour tester notre audition? Un tout petit, ce qui va nous permettre de faire le diagnostic de neuropathie. Vous voyez sur ce schéma, nous avons les auto-émissions, donc les auto-émissions acoustiques provoquées, qui vont témoigner de la bonne fonctionnalité des cellules ciliées externes. Et au-dessus, dans mon petit encadré, vous avez 2 types de cellules. À gauche, donc dans le carré noir où il y a un petit schéma des voies auditives. À gauche, vous avez les cellules ciliées internes, il y en a une, et à droite, 3 cellules ciliées externes. Enfin, en bleu, vous avez la cellule ciliée interne et le nerf auditif jusqu'au tronc cérébral. Les auto-émissions ne testent que les cellules ciliées externes. C'est comme ça. Il se trouve que la majorité des pathologies des surdités touchent les 2 contingents. Donc, ce n'est pas très grave. Dans le 90% des cas, on est bon. Mais dans 10% des cas, on peut avoir ce qu'on appelle une neuropathie auditive, à savoir soit une atteinte, et c'est le graphe de droite, soit une atteinte de la cellule ciliée interne, soit une atteinte de la synapse, soit une atteinte du nerf auditif. C'est ça la neuropathie auditive. C'est un groupe de pathologies très divers, puisque ça peut aller de la cellule ciliée interne à la synapse, au nerf cochléaire. Comment on diagnostique une neuropathie auditive? Ces diapositives suivantes. Eh bien, 3 éléments. Tout d'abord, une discordance, une définition électrophysiologique. La neuropathie est définie par des auto-émissions présentes et des PEA qui sont toujours pathologiques. Donc, sur la courbe du milieu, vous avez
des tracés plats, c'est un PEA qui est tout plat. Par rapport au tracé précédent, où vous aviez des ondes qui sortaient. Là, vous n'avez pas du tout de réponse. Vous avez donc un PEA qui est pathologique. En dessous, vous avez des auto-émissions présentes. Donc, ça veut dire, j'ai des cellules ciliées externes qui fonctionnent, mais au-delà des cellules ciliées externes, je ne sais pas ce qui se passe. Entre la cellule ciliée interne et le noyau cochléaire, il y a un problème. Et puis, vous avez un examen audiométrique qui peut être extrêmement variable. Mais ce qui est constant, c'est que la compréhension de la parole est mauvaise, beaucoup plus mauvaise qu'attendue par rapport au seuil tonaux. Là, vous voyez, ce jeune garçon avait une audition subnormale à gauche, une perte moyenne à légère à droite, et pourtant une vocale effondrée, beaucoup moins bonne qu'attendue. Une vocale en dôme, c'est-à-dire que normalement, une surdité de perception ou de transmission, si vous montez le son, globalement, la vocale est un petit peu meilleure. Bon, il y a des phénomènes de distorsion, mais quand même. Alors que dans les courbes de neuropathie, vous voyez que ça redescend de façon trop importante. Donc, les neuropathies auditives, c'est un groupe de pathologies quand même assez fréquent, environ 10% de nos surdités, et parfois avec des seuils tonaux qui sont pas si mauvais que ça, avec des enfants qui se plaignent de pas bien de comprendre et d'être très gênés dans le bruit. Diapositive suivante. Alors, en cas de neuropathie auditive, on peut avoir différents types de profils audiométriques. On peut avoir environ un tiers de profil audiométrique léger anormal, un tiers de perte moyenne, un tiers de surdité sévère approfondie. La constance, c'est la faible intelligibilité dans le silence et toujours dans le bruit. La difficulté, c'est que parfois, nos enfants qui ont une neuropathie, ils ont d'autres troubles associés aussi parce qu'il y a une très grande souffrance à la naissance ou ils ont une neuropathie syndromique. Donc, il faut adapter nos tests à d'éventuelles difficultés associées. Et la plus grande difficulté, c'est que l'audiométrie vocale dans le bruit n'est pas normée et ça, nous le verrons, c'est un problème tant pour les neuropathies que pour les TTA. Donc, nous avons différents types de tests à notre disposition. Nous avons les listes de mots en faisant varier le rapport signal sur bruit. Nous avons le matrix et nous avons la VRB, la vocale rapide dans le bruit. Aude et Vincent vous en reparleront plus en détail. Diapositive suivante. Alors, comment différencier une neuropathie d'un trouble du traitement auditif? En cas de neuropathie ou de traitement auditif, concernant l'audiométrie tonale, on a vu, en cas de neuropathie, l'audiométrie tonale peut être variable. Considérant le trouble du traitement auditif, on a dit que c'était un prérequis, que la tonale et la vocale dans le silence étaient normales. La vocale dans le silence dans les neuropathies est le plus souvent dégradée, contrairement au TTA pour lequel c'est un prérequis. Les vocales dans le bruit peuvent être dégradées dans les deux cas, les auto-émissions sont présentes dans les deux cas, et donc la chose la plus discriminante qui va vraiment nous permettre de différencier neuropathie d'un trouble du traitement auditif, c'est que les PEA du tronc cérébral sont toujours pathologiques pour les neuropathies et ils sont toujours normaux pour le TTA. D'où l'importance, quand vous faites un bilan TTA, de réaliser de façon systématique un PEA pour éliminer une neuropathie auditive, parce que la clinique peut quand même être assez proche. Alors, le bilan de TTA, aujourd'hui, là aussi, Aude le reprendra plus amplement. Quels sont les critères diagnostiques? Eh bien, quand vous recevez un enfant en tant qu'ORL pour faire un bilan TTA, il faut s'assurer, c'est un bilan difficile, hein, on va un peu stresser le système et on va leur faire écouter des choses compliquées, puisque justement leur audiométrie est normale en conditions simples, dans le silence. Donc on va leur faire écouter deux choses à la fois, des variations de rythme, des variations de fréquence, enfin des choses difficiles. Et pour cela, il faut que l'enfant ait de bonnes capacités auditives, des bonnes capacités attentionnelles et des bonnes capacités cognitives. Donc, nos bilans ne sont pas ouverts aux enfants qui ont un trouble de l'attention non maîtrisé ou qui ont un QI inférieur à 80. Et les recommandations internationales, c'est de poser un diagnostic si 2 épreuves sont chutées à plus de 2 écarts types ou une épreuve chutée à plus de 3 écarts types. J'alerte votre attention sur les recommandations de l'arrêté du 14 novembre 2018 qui régit la façon dont on doit diagnostiquer le TTA en France. Donc, textuellement, le texte de loi dit « Pour les troubles centraux, on pose le diagnostic sur les résultats conjoints du test d'écoute dichotique. » Ça, vous verrez, il est bien normé, Aude va vous le présenter. Sur les potentiels évoqués auditifs précoces, nous l'avons vu, c'est pour éliminer une neuropathie auditive. Et sur les potentiels évoqués auditifs tardifs. Aujourd'hui, dans la littérature, il n'y a
aucune valeur de PEA tardif pour poser un diagnostic de surdité. C'est de l'ordre de la recherche et c'est sur des groupes de patients. Mais il n'y a aucun critère diagnostique valable aujourd'hui sur les PEA corticaux. Et enfin, dernier critère, l'audiométrie vocale dans le bruit, nous le verrons, nous n'avons pas encore de normes aujourd'hui en fonction de l'âge de l'enfant. Donc, le diagnostic de TDTA reste encore complexe. Diapositive suivante. Nous proposons donc d'évaluer, vous avez vu l'intrication entre voix descendante et voix ascendante, et donc toutes les compétences de l'enfant pour analyser l'information auditive. Donc nous, il nous semble important d'associer à ces bilans, en tout cas ça nous a facilité, une évaluation psychologique et psychométrique afin d'évaluer les capacités d'attention et de mémorisation. Encore une fois, j'attire votre attention sur le fait que nous n'avons pas de test objectif. Diapositive suivante. Alors, un petit mot sur la prise en soin, qui est aussi un des rôles de l'ORL. Vincent Croze et Aude de Lamaze reparleront de la partie orthophonique audioprothétique. Je vais m'attacher à vous décrire les mesures administratives. Donc, quand on fait un diagnostic de trouble du traitement auditif, cela ouvre à une prise en charge à 100% pour le remboursement des prothèses auditives, pour le bilan et la prise en charge orthophonique. Je vous conseille de mettre trouble du traitement auditif entre parenthèses surdité centrale parce que l'entité TTA n'est pas forcément encore très connue. Et surtout, de ne pas ajouter la copie de l'audiométrie normale, puisque normalement, moi, quand je fais un 100% pour une surdité légère à profonde, je mets la copie pour faire la preuve, mais là, si vous mettez une audiométrie normale, vous allez perdre le médecin de la sécurité sociale. Donc, juste rajouter surdité centrale et envoyer le papier comme ça. Diapositive suivante. L'AMDPH. Donc l'AMDPH, c'est le certificat pour la maison départementale des personnes handicapées. Cela va, donc vous savez qu'il y a deux parties, une partie à remplir par la famille, une partie à remplir par le médecin. Concernant le certificat médical, l'AMDPH, l'intérêt de l'AMDPH, c'est de faire la demande de financement pour le micro-HF. Vincent Croze vous expliquera. Pour améliorer les conditions d'écoute et le rapport signal sur bruit, on peut proposer un micro-HF en classe qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Il faut faire une demande auprès de la NDPH, mais quel que soit le contexte, pour une surdité profonde, on fait aussi une demande de financement par la NDPH. On peut aussi faire d'autres demandes d'adaptation pour la scolarité, notamment la reformulation des consignes à l'oral, si l'enfant est très gêné pour les oraux en langue étrangère sur les épreuves de compréhension orale et sur la demande de support écrit. Diapositive suivante, je terminerai par cela. Donc, je vous dirais que notre population de patients TTA est composée de 3 grands groupes. Un groupe d'enfants qui ont un trouble du traitement auditif isolé, donc qui n'ont pas d'autres difficultés. Le diagnostic est plus aisé, bien que parfois on soit surpris parce que comme ces enfants n'ont pas d'autres difficultés, ils vont vraiment être extrêmement compétents pendant nos tests, et parfois alors qu'à l'interrogatoire on retrouve toute la plainte, ils ne sont pas si pathologiques que ça parce qu'ils se sont mobilisés pour nos tests. Un autre groupe de patients, les patients qui ont un TTA associé à d'autres troubles 10. Et là, la difficulté est parfois de faire le diagnostic. Quelle est la poule, quel est l'œuf? Ça peut être compliqué, mais vous verrez que de toute façon, la mise en place des adaptations et des aménagements ne pourra que être profitable à ces enfants. Mais j'aimerais attirer votre attention sur un 3e groupe de patients, qui sont les patients qui ont un trouble psychogène. Je pense que dans votre expérience, vous avez tous rencontré un enfant qui avait une surdité fonctionnelle, ou une surdité psychogène, ou qui se plaignait de ne pas entendre alors qu'il entendait bien. Donc typiquement un enfant qui se présente avec une surdité moyenne à sévère, mais on va pouvoir corriger ce diagnostic grâce à nos tests objectifs que sont les auto-émissions ou les PEA.
Mais prudence, hein, dans le contexte de TTA, nous n'avons pas de test objectif. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est très important que la personne qui pose le diagnostic, le médecin qui est responsable du diagnostic, en tout cas, je vous donne nos conseils dans notre pratique courante, fasse lui-même l'examen audiométrique parce que je trouve que c'est le seul moyen de se rendre compte de la réelle participation de l'enfant et d'être sûr qu'il est vraiment sincère, enfin, bien sûr qu'ils sont sincères, hein, mais que ces réponses sont fiables. Voilà, je suis vraiment désolée de ce souci technique. Je vais travailler à me reconnecter pendant que mes collègues prennent la parole, de façon à pouvoir mieux répondre à vos questions si vous voulez que je vous réexplique des choses. Je vous remercie. Merci beaucoup Merci. pour ce bel exposé. On va passer à l'exposé de Aude de Lamaze. Donc, Alors, merci, merci beaucoup de m'avoir donné la parole ce soir pour parler du rôle de l'orthophoniste dans la prise en soin de l'enfant TTA. C'est vrai que c'est un sujet assez novateur en France, qui ne l'est pas du tout ni au Canada ni en Belgique, parce qu'ils ont travaillé bien avant sur ça. Mais en France, il n'y a pas encore beaucoup de centres référents. Et donc, merci beaucoup. Donc, j'ai travaillé pendant plusieurs années à Necker, et c'est comme ça que je connais bien le docteur Rouillon. Et maintenant, j'ai déménagé à Toulouse il y a 4 ans, et on a créé une unité qui s'appelle Unité Ressources Audition, qui reçoit entre autres des patients suspectés de troubles du traitement auditif. Et donc, toutes les choses que je vais vous présenter là sont faites à Necker et à Toulouse de la même façon. Donc, les rôles de l'orthophoniste, ils sont tout d'abord de repérer l'enfant suspecté d'un trouble du traitement auditif. Effectivement, Isabelle vous l'a dit tout à l'heure, nous sommes nombreux en tant qu'orthophonistes à adresser les enfants vers l'ORL pour vérifier que l'enfant entend bien, notamment au niveau périphérique. Et puis, certains qui sont maintenant au courant demandent un petit peu plus et peuvent adresser vers un centre référent pour permettre le diagnostic au sein d'une équipe pluridisciplinaire de ce trouble du traitement auditif. Et ensuite, une fois que le diagnostic est posé, l'enfant commence une prise en soins pour certains ou alors sont déjà suivis en orthophonie. Et dans ces cas-là, il faut adapter la prise en soins. Ce sont un peu les petites vignettes que nous allons reprendre au fur et à mesure de mon exposé. Donc, repérer l'enfant, comment on peut réussir à le repérer? Ce sont des enfants qui ont des difficultés, comme l'a dit tout à l'heure Isabelle, de perception auditive des sons verbaux et non verbaux. Donc, ce sont des enfants qui, au quotidien, se plaignent de ne pas entendre dans des conditions d'écoute compétitive, c'est-à-dire quand 2 personnes parlent à la fois. Par exemple, en classe, l'enseignant parle et en même temps, le copain à côté demande de la colle parce qu'il n'a plus de colle dans sa trousse. Et donc, ça fait 2 informations auditives. Ou alors, je suis en train de, je ne sais pas moi, jouer à un jeu avec mon frère et maman me demande de prendre ma douche. Je dois écouter 2 choses à la fois et arrêter le jeu en cours pour aller prendre ma douche. Ce sont des enfants qui sont gênés à ce moment-là pour percevoir les 2 informations auditives. Mais ce sont aussi des enfants qui sont gênés pour comprendre dans le bruit, on en a parlé tout à l'heure, et pour discriminer des sons proches. Sons proches, mots proches, tout ce qui est, que ce soit les sons verbaux ou non verbaux, la discrimination est difficile. Des enfants qui ont du mal à mémoriser tout ce qui est auditif et à suivre des consignes orales complexes. Donc, pour eux, l'apprentissage des langues étrangères, de la musique est difficile. Et puis, ce sont des enfants qui sont très fatigables et distractibles. Donc, quand on arrive avant les vacances scolaires, là, la dernière semaine avant, ils peinent vraiment à suivre. Alors, comment on peut faire pour repérer ces enfants? Et c'est important d'interroger les parents ou l'enseignant, à savoir comment au quotidien, comment ils se comportent. Ce sont souvent des enfants qui sont décrits comme n'entendant pas bien. Donc, souvent, on nous dit « mais il n'est pas attentif, il n'écoute pas, il fait souvent répéter, je suis obligée de répéter plusieurs fois la même chose. Quand on est à la cantine, quand il est à la cantine, il ne peut pas suivre une conversation avec les copains. Quand il entend 2 informations auditives en même temps, c'est compliqué.
Et puis tout ce qui est mémorisation, donc les comptines, les poésies, les tables de multiplication, les langues étrangères sont difficiles. Parfois, ce sont aussi des enfants qui ont du mal à comprendre l'ironie parce que la perception de la prosodie est difficile également. Donc, ce sont aussi parfois des enfants qui ont du mal avec... il y a beaucoup d'histoires avec les copains dans la cour de récréation. Et parfois, ils s'isolent lors des réunions de famille. Donc, toutes ces questions un petit peu qu'on peut poser sur le quotidien de l'enfant sont repris, comme l'a dit Isabelle, dans plusieurs questionnaires qui ont été publiés. Donc, vous pourrez les retrouver. Et c'est intéressant, en fait, de se poser la question de savoir comment l'enfant entend. Entend dans le silence a priori bien, mais comment ça se passe quand les conditions d'écoute sont plus difficiles? Et puis, on peut aussi analyser, pour les orthophonistes présents ce soir, analyser le bilan orthophonique qui a déjà été réalisé. Ce sont des petites épreuves qui peuvent nous alerter quand on fait un bilan de langage oral et de langage écrit, parce que le langage écrit est lié au langage oral, on le sait, le langage oral est lié à l'audition, donc en fait, finalement, l'audition, c'est le départ de tout ce qui va arriver après. Et ce sont des enfants qui ont des difficultés aux épreuves de discrimination phonologique, aux empans de chiffres, aux répétitions de pseudomots, qui font des erreurs en langage oral fréquentes de confusion de sons proches, voire même d'erreurs morphosyntaxiques avec les syllabes finales qu'ils n'arrivent pas à repérer, des difficultés en langage écrit, en métaphono, la voix d'assemblage, les erreurs fréquentes de confusion de lettres. Alors, on y pense souvent au niveau visuel, mais on oublie que me, ne sont très proches auditivement, peu, be aussi, i, et, etc., etc. Je ne vous les ai pas toutes mises, mais on pense souvent aux confusions visuelles des lettres, mais peu aux confusions auditives. La perception de phrases dans le bruit est compliquée. Et puis, tout ce qui est attention auditive, donc les épreuves d'attention son, celles que vous connaissez dans les batteries standards, sont compliquées pour ces enfants. Alors après, l'orthophoniste peut adresser. Alors adresser à qui? À l'ORL qui suit la famille, avec un petit courrier argumenté, ou au centre référent de votre région, également avec un petit courrier argumenté. Le TTA, et vous l'avez vu dans ce qu'on vient de dire, est à la croisée de beaucoup d'autres troubles spécifiques. Et c'est vrai que à peu près 50 à 60% des enfants qui ont un TTA ont un trouble associé. Donc, ce n'est pas si simple de faire la part des choses entre le TTA et le trouble développemental du langage ou le trouble spécifique du langage écrit, le TTA et le TDAH. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont intriquées parfois. Pour faire la différence, on peut essayer un peu quand même de séquencer les choses, mais un TTA et un trouble spécifique du langage écrit, alors c'est sûr que l'enfant qui a un trouble du traitement auditif va être gêné dans ses capacités en lecture, il va avoir des moins bonnes capacités parfois que les tout-venants, pas toujours, mais parfois. Et finalement, celui qui a un trouble spécifique du langage écrit, il aura aussi les mêmes résultats que les enfants TTA, mais pas au niveau de la connaissance des graphèmes. La connaissance des graphèmes et le décodage est beaucoup plus difficile à mettre en place chez un enfant qui a un trouble spécifique du langage écrit que chez les enfants qui ont un TTA. Mais il est évident que ces deux troubles peuvent être associés. Et quand ils sont associés, c'est d'autant plus difficile à prendre en charge et à rééduquer. Le TTA et le trouble développemental du langage, dans le TTA, c'est l'analyse des sons successifs et la mémorisation qui va altérer la compréhension. Mais si je vais répéter lentement le message, ça va aider l'enfant qui a un trouble du traitement auditif. Alors que vous savez très bien qu'un enfant qui a un trouble développemental du langage, même si vous répétez lentement, ça ne va pas l'aider. Et donc, la remédiation des troubles du langage chez un enfant qui a un TTA est beaucoup plus simple et beaucoup plus vite remédiée que ceux qui ont un trouble développemental du langage. Mais ces deux troubles peuvent être associés. Alors, on peut se demander aussi qui est la poule de l'œuf, puisque audition et langage sont extrêmement liés. Et donc, en tout cas, quand les deux sont associés, ça va engendrer des difficultés supplémentaires et une prise en soin sûrement plus longue. TTA et TDAH. C'est important de séparer les deux. Dans le trouble du traitement auditif, on observe des difficultés d'attention, mais sur la modalité auditive uniquement. C'est-à-dire que les autres modalités, et notamment la modalité visuelle, est préservée. Alors que pour l'enfant qui a un TDAH,
toutes les modalités sont atteintes. Et pour réaliser le bilan de l'enfant TDA, il faut absolument qu'il y ait un traitement adapté pour le TDAH, s'il en a un, parce que les épreuves sont extrêmement difficiles. On va les voir tout de suite. Et ce serait dommage que l'enfant échoue lié à son TDAH et qu'on pose un faux diagnostic. Donc, très important de vérifier, et c'est pour ça que le bilan psychométrique est important, neuropsychologique. Et chez nous, à Toulouse, il y a une psychomotricienne et une neuropsychologue qui s'en occupent et qui vont vérifier les capacités d'attention et les fonctions exécutives également pour vérifier que l'enfant est en capacité de passer le bilan que l'on réalise. Alors, c'est un bilan qui est fait sur 2 venues, donc 2 fois 1h30, avec des épreuves auditives très spécifiques. Qui sont faites dans d'autres pays, souvent par l'audiologiste, notamment au Canada. Donc, si vous recherchez des choses sur Internet, cherchez plutôt du côté de l'audiologiste. Ce sont des bilans qui reprennent plusieurs tests. Donc, je vais vous les détailler dans les slides d'après. La première chose, c'est qu'on va évaluer l'enfant dans le bruit. Alors, Isabelle vous l'a dit tout à l'heure, pour l'instant, on n'a pas encore un test normé âge après âge. Or, les capacités d'audition dans le bruit évoluent jusqu'à l'âge de l'adolescence. Donc, ça veut dire qu'à 8 ans, on entend moins bien dans le bruit qu'à 12 ans. On a absolument besoin d'avoir des normes pour savoir comment l'enfant qui entend bien se débrouille dans le bruit. Parce que tout le monde est gêné dans le bruit. Mais qu'est-ce qui est pathologique? À quel moment on considère que c'est pathologique? Et ça nous manque encore. Donc, nous, aujourd'hui, à Toulouse, on a la chance d'avoir le système Immersion 360. C'est une rampe dans laquelle on met l'enfant avec plusieurs sorties de haut-parleurs, ce qui fait que l'enfant est vraiment immergé dans le bruit comme s'il était à la cantine, puisque les sons sortent tout autour de lui. Aujourd'hui, on travaille avec des rapports signal sur bruit, c'est-à-dire une différence entre l'intensité du bruit qui est envoyé et l'intensité du mot ou de la phrase qui est envoyée. Et donc, quand on est à un rapport signal sur bruit, pour ceux qui connaissent un peu moins, à 0 décibel, c'est-à-dire qu'on a l'intensité du bruit ambiant et l'intensité de la parole au même niveau. Alors que quand on est à plus 5 décibels, c'est une condition plus facile puisque la parole émerge au-dessus du bruit. Ces épreuves-là, nous, on les réalise, donc des listes de mots et des listes de phrases, on les réalise au sein de la cabine Immersion 360 et on a choisi des environnements très écologiques parce que le but, c'est de voir comment l'enfant se débrouille au quotidien. Et donc, on a pris la récréation, la cantine, qui sont les deux environnements les plus utilisés, les plus fréquents dans la vie de l'enfant. Ensuite, on a un autre test qui s'appelle les dichotiques. Le test d'écoute dichotique qui fait partie du bilan d'audition centrale qui a été fait en Belgique par Monsieur de Manet. Et ce test d'écoute dichotique va tester l'intégration binaurale et la séparation binaurale. C'est un test qui se fait au casque et l'enfant va avoir un mot d'un côté, un mot de l'autre côté. Il va falloir soit répéter les 2 mots, donc les 2 mots arrivent en même temps, d'accord? Soit il doit répéter les 2 mots, soit il doit répéter un seul mot, celui qui arrive dans l'oreille que je vais montrer. Donc, l'intégration binaurale va traiter les 2 informations auditives en même temps. Donc, l'enfant va devoir écouter, par exemple, ballon à gauche et château à droite, et il doit répéter les 2 mots. Soit je vais lui montrer qu'un côté, il va devoir répéter qu'un seul des 2 mots. Finalement, dans la vie de tous les jours, vous êtes dans dans la gare, en train de prendre un café avec une copine, vous êtes en train de discuter, vous suivez la conversation et en même temps, vous entendez l'annonce de la SNCF qui vous dit que votre train arrive en quai numéro 10, et bien vous arrivez à intégrer les 2 informations, à suivre la conversation et en même temps à entendre l'information que votre train arrive dans le quai 10. Ou alors, si vous n'y arrivez pas, vous n'écoutez plus votre ami, mais vous écoutez le quai numéro 10 parce que c'est ça qui est important à ce moment-là. Ces enfants qui ont un trouble du traitement auditif sont très gênés pour faire ces épreuves. C'est une des épreuves qui ressort le plus prégnant.
Un autre test, c'est le test de pattern de fréquence et de durée. C'est trois bruits non-verbaux qui sont différents selon la durée et selon la fréquence. Et l'enfant doit nous dire ce qu'il entend. C'est aussi un autre test qui sort très prégnant. L'autre test, c'est le RGDT, Random Gasp Detection Threshold. Ce sont 2 sons purs séparés par un intervalle de silence et l'enfant doit nous dire s'il entend 1 ou 2 sons. Et c'est cet intervalle de silence qu'on repère pour voir s'il arrive à le repérer. Ça fait partie d'un des tests qui a été réalisé au Canada. Ensuite, on utilise aussi le test qui s'appelle le RAPDIS, qui est diffusé par Gnosia. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un logiciel qu'on utilise aussi parfois pour les troubles spécifiques du langage écrit, qui va évaluer la discrimination phonémique entre 2 syllabes, de et te, ils ont fait varier en fait le VOT et donc il y a plusieurs de et plusieurs te proposés. Dans un premier temps, on peut demander à l'enfant d'identifier, c'est un petit jeu un peu rigolo où on donne à manger à un glouton. Et dans un deuxième temps, on discrimine, donc il y a deux et on dit si c'est pareil ou si c'est différent. Et j'arrive aussi avec les tests langagiers que nous, on a rajoutés à Toulouse parce que c'était important de voir quel était l'impact sur le langage. Et donc, on va utiliser plusieurs tests de l'Evaleo, les répétitions de chiffres, de pseudomots, la dénomination et la discrimination phonologique. Et bien sûr, on va mettre en regard ces résultats avec les résultats du bilan orthophonique qui est réalisé en libéral. Donc, c'est très important que vous envoyiez vos comptes rendus de bilan avec toutes les épreuves parce que finalement, ce ne sont pas que ces épreuves qui vont être utiles. Comme l'a dit Isabelle tout à l'heure, le diagnostic, il va falloir confronter les évaluations ORL, neuropsychologiques, parfois psychomotrices et orthophoniques. Et c'est à partir de là, et avec par exclusion aussi d'autres troubles, ce diagnostic qui est médical va pouvoir être porté. Et ce qui est important à prendre en compte, c'est que la maturation des processus auditifs centraux est possible jusqu'à l'adolescence. Et donc, c'est important aussi de revoir l'enfant régulièrement et de refaire une évaluation complète à distance pour voir si c'était un simple retard ou un réel trouble. Donc, jusque-là, on a vu le rôle de l'orthophoniste de repérer l'enfant, d'évaluer l'enfant quand vous travaillez au sein d'une équipe pluridisciplinaire. Et puis après, quand le diagnostic est posé, il va falloir prendre en soin cet enfant. Donc, prendre en soin ou adapter la prise en soin si vous l'aviez déjà en rééducation, en prise en soin. Donc, on va agir sur 2 axes. Optimisation de l'environnement de communication de l'enfant avec énormément de modifications environnementales à mettre en place parce que le but, c'est qu'au quotidien, cet enfant soit dans de bonnes conditions auditives pour percevoir. Et ça, c'est un des grands rôles de l'orthophoniste, de faire le lien avec l'enseignant et la famille pour voir au quotidien, pour tout simplement éviter que l'enfant ne puisse pas entendre à table les conversations à plusieurs. C'est déjà difficile dans le silence. Si vous rajoutez la télévision allumée ou la radio, c'est encore plus difficile. Donc ça, c'est un des axes. Mais l'autre axe, c'est l'appareillage dont va vous parler Vincent tout à l'heure. Donc, on agit sur l'environnement de communication de l'enfant et sur les compétences personnelles de l'enfant. Et là, c'est plus l'orthophoniste en France qui s'en occupe. C'est une prise en soin orthophonique, donc AMO 15.4, 45 minutes. Il va y avoir un entraînement auditif intensif. Intensif, c'est ce qui est écrit dans la littérature. Je ne peux pas vous dire, il n'y a pas de protocole de rééducation aujourd'hui qui sont validés pour la prise en charge de l'enfant qui a un trouble du traitement auditif. Mais on sait qu'il va falloir travailler tout ce qu'il y a décrit là. La discrimination auditive, la perception dans le bruit, la localisation auditive, la mémoire auditive et l'organisation séquentielle, faire un travail de closure auditive pour lui permettre de compléter le message auditif qui est tronqué parfois, de la métaphonologie, écouter 2 choses à la fois, on en a parlé, et tout ce qui est reconnaissance des configurations temporelles, perception de la prosodie et rythme. J'ai coutume de dire que notre mère fondatrice, Suzanne Borel-Maisoni, elle était quand même au départ très, très, très axée audition et elle travaillait énormément tout ce qui est discrimination. Si un jour vous allez à la FNO, vous verrez qu'il y a encore les cloches de Borel.
qu'elle avait fait construire. Je pense que l'audition est à remettre pour ces enfants et d'autres enfants au goût du jour, entre guillemets, parce que ça a un impact, bien sûr, sur le développement du langage. Et on va aborder également tout ce qui est entraînement cognitif, donc mémoire, attention. Alors moi, j'ai de la chance, on a une neuropsychologue dans l'équipe qui m'aide beaucoup pour tout ça, mais ça peut être également fait en orthophonie avec un travail sur les stratégies de compensation visuelle. Les stratégies de communication dont je vous ai parlé tout à l'heure, à l'école ou à la maison. Cette petite vignette-là qui est issue d'un matériel qui s'appelle Chasse et pêche, chasse le bruit et pêche l'information, qui a été fait au Canada aussi par une ergothérapeute et une audiologiste. Et ce sont plein de toutes petites vignettes qui peuvent être utilisées, qui sont très intéressantes, parce que le but, ce n'est pas que l'enfant dise « quoi » quand il n'entend pas. Le but, c'est qu'il puisse dire « je n'ai pas compris ce mot », peux-tu répéter plus lentement? La fenêtre est ouverte, je n'entends pas, peux-tu la fermer? Etc., etc. Il faut qu'il soit, et c'est plus de l'éducation thérapeutique du patient, capable d'adapter au quotidien pour mieux entendre. Et puis, accompagner la prise en charge audioprothétique, informer l'enseignant, l'AESH, la famille, etc. Et ce sera ma dernière slide. Il y a un mémoire d'orthophonie qui a été fait il y a quelques années par Laura Gigon et Pascaline Turpin, qui ont fait un beau boulot avec une brochure d'information qui peut être téléchargée sur le site de la FNO, qui est accessible à tout le monde, ou alors sur la plateforme Orthophonie et Surdité, qui est gratuitement accessible pour les orthophonistes avec votre numéro ADELI et qui a tout plein d'autres contenus, donc vous pouvez aller découvrir tout ça. Je vous remercie. Merci beaucoup, Aude, pour cet exposé très clair. Alors maintenant, on va laisser la parole à Vincent Croze, audioprothésiste, directeur des études de l'école d'audioprothésie de l'Université de Lille et également vacataire au CHU d'Amiens et au CHU de Lille. Bonsoir à toutes et à toutes et merci pour cette invitation dans ce bel événement. Alors, je vais prendre la main sur le partage d'écran. Voilà, donc moi, je vais aussi essayer de vous donner un petit peu la vision un petit peu de la prise en charge audioprothétique. Alors, pas sur ces troubles de neurodéveloppement, mais on est bien sûr axé sur au niveau des TTA. Et la transition avec Aude est très simple parce que ma première diapo, c'est que j'aurais repris cette brochure de référence aujourd'hui qui était sur les TTA. Et j'ai lu un petit peu ce qui était marqué sur les premières pages et on parle d'audition périphérique normale et on parle de difficultés auditives à audiogramme normal. Et on cite un petit peu en dessous les difficultés, donc écoute dans le bruit, localisation, discrimination auditive de son proche, perception de la durée des sons, reconnaissance de l'intonation et compréhension avec 2 messages sonores différents. Et là, c'est un peu la problématique pour un audioprothésiste, c'est de se dire, nous, on a l'habitude quand même d'avoir de réhabiliter des gens qui ont des soucis d'audition. Et là, on se dit de prendre en charge un petit peu des gens qui entendent au premier abord normalement. Alors, j'ai pris ce que c'était d'abord qu'un audiogramme. Un audiogramme, on cherche un petit peu la première sensation qui puisse donner, le premier niveau énergétique qui puisse donner une sensation sonore. Mais c'est ce qu'on va appeler, de manière générale en audioprothèse, on appelle l'audiométrie tonale liminaire, c'est-à-dire qu'au niveau du seuil, quand est-ce que l'on commence à entendre. Et là, on n'a pas besoin d'analyser le message. C'est un peu un mode on-off, j'entends ou j'entends pas, mais on ne demande pas de donner une interprétation. Et nous, audioprothésistes, ce qu'on regarde beaucoup, c'est ce qui se passe bien au-delà justement du seuil. C'est ce qu'on appelle l'audiométrie tonale supraliminaire. C'est-à-dire que l'audiométrie tonale supraliminaire, elle va être très importante pour nous parce que quelque part, quand on parle d'intelligibilité, quand on parle de voix faible, de voix forte, eh ben, c'est les niveaux énergétiques de ces différentes voix, elles se trouvent dans l'audition supraliminaire. Et cette audition supraliminaire, elle est importante parce qu'elle va demander quand même une action centrale. C'est une action, d'abord, d'interprétation. Si j'envoie un son, de me dire que c'est un son faible ou c'est un son fort, c'est une interprétation qui n'est pas périphérique, mais qui va remonter beaucoup plus haute. Et puis quand on va parler aussi d'intelligibilité,
bah, ça passe pas par la sensation sonore. Si je vous dis attention ou attention, c'est absolument pas la même chose parce on joue sur de l'intensité et on doit être capable justement d'avoir ces différences. Et quand on parle alors, du Graal, de l'intelligibilité, c'est comprendre dans des milieux sonores complexes, comprendre dans le bruit. Et ben là aussi, comprendre dans le bruit, ça va être essentiellement dans les capacités. Bien sûr, elles vont dépendre du tonal, mais surtout ce qui va se passer au niveau de l'audiométrie supraliminaire. Alors ça, c'est un petit peu le contexte que l'on a au niveau de l'audioprothèse. Mais avant de se dire, on va essayer de réhabiliter ces patients atteints de TTA, c'est qu'est-ce qu'on est capable de faire avec une aide auditive. Avec une aide auditive, on ramène, entre guillemets, que de l'intelligibilité, que de l'audibilité, pardon, excusez-moi. Donc l'audibilité, c'est quoi? Bah, c'est ramener d'abord, mais là, on n'est pas dans ce cadre-là, quand on parle de patients malentendants, c'est ramener un équilibre fréquentiel et de pouvoir faire entendre les fréquences graves, les fréquences médium, les fréquences aiguës. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est de redonner justement aux patients une bonne sensation sonore. C'est qu'un son grave fort il soit perçu comme un son grave fort et qu'un son aigu faible soit perçu comme un son aigu faible. Ça, c'est la première chose que l'on fait avec et que l'on peut faire justement, ramener une bonne audibilité fréquentielle et intensité avec un appareil. Deuxième élément, c'est que le travail, il est fait sur, bien sûr, quand c'est nécessaire, sur les deux oreilles. Et le tout, c'est de ramener ce qu'on appelle un équilibre stéréodynamique, c'est-à-dire que la sensation de l'oreille droite soit identique à la sensation de l'oreille gauche. Et tout ça ici, c'est le champ, justement, de ce que l'on peut amener avec un appareil auditif, et c'est tout le travail de l'audioprothésiste. Et le travail, justement, qui va être très important, c'est bien sûr l'audibilité, mais de ramener l'équilibre au niveau de l'oreille droite et l'oreille gauche. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, parce qu'on parle de trouble dans le bruit. Et moi, le trouble dans le bruit, ça me fait toujours penser à quelque chose. C'est redéfinir un petit peu ce qu'est l'audition binaurale, parce que quand on crée un équilibre entre dans le cadre d'un appareillage, ben, on essaie de remettre en place justement cette fonction binaurale. L'audition dans le bruit, elle permet, l'audition binaurale, elle permet quoi? D'abord, au niveau du seuil, c'est ce qu'on appelle la sommation binaurale, c'est d'entendre un petit peu mieux. C'est-à-dire que si j'entends à 5 dB, si mon seuil est 5 dB, et ben, si j'entends des deux oreilles, je vais commencer à entendre à 2 dB. Donc, au niveau du seuil, on améliore la perception de 3 dB. Et quand on est à des niveaux supraliminaires, à niveau d'un son moyen, ce que vous considérez, quand vous réglez votre télévision, c'est considéré comme un son moyen, et ben, si je mets le son moyen et que j'ai qu'une oreille, et si je mets le son moyen et que j'ai deux oreilles, si je mesure la différence entre les deux, et ben, je vais mettre 6 dB moins fort avec les deux oreilles, ou inversement, je vais entendre 6 dB plus fort avec mes deux oreilles. Donc ça permet en supraliminaire d'avoir un gain de 6 dB. Ça simplement, c'est de la perception. Deuxièmement, bah, quand on regarde au niveau de l'intelligibilité et de l'intelligibilité vocale, quand on fait des épreuves dans le calme au casque, eh ben, on va gagner quasiment, pour être simple, 5 dB au niveau du SRT 50, c'est-à-dire aux 50% de reconnaissance des mots, on va gagner quasiment 5 dB. Tout ça parce que bah, les deux oreilles, elles amènent 5 dB de mieux. Bien sûr, élément qui va être important, c'est la notion de localisation. Bah, localiser avec une oreille, c'est très complexe. Quand on a les deux oreilles, bah, on est capable d'orienter une source sonore. Et la dernière chose, et qui est une chose qui est très importante justement, qui est primordiale pour énormément de choses, c'est d'avoir de bonnes capacités à comprendre dans les milieux bruyants. Ça, c'est ce qu'on fait quand on restaure un petit peu l'équilibre entre les deux oreilles. Donc, le travail qui est fait par l'audioprothésiste, c'est ce que peut apporter une aide auditive, et ben, ça va servir, la conséquence de tout ça, ben, ça va être l'amélioration de la performance de l'intelligibilité, qu'elle soit dans des milieux calmes ou des milieux bruyants, et ça, on ne passe pas par des voies périphériques, mais là, on est sur un traitement central de l'information. Alors, quel bilan on va faire au niveau des patients ou des petits patients? D'abord, bien sûr, il y a une audiométrie tonale liminaire, mais elle a été faite au préalable par le médecin ORL, qui coordonne un petit peu l'action et qui nous permet, par sa prescription, la prise en charge du patient. Il y a toute une évaluation, bien sûr, au préalable qui a été faite au niveau de l'orthophonie. Donc, ça, c'est des éléments que l'on connaît. Donc, ce qu'on va évaluer, essentiellement, ça va être l'audition, l'audiométrie supraliminaire. Première chose que l'on va faire, ce qu'on appelle les seuils subjectifs d'inconfort, on regarde le son le plus fort que le patient est capable d'accepter. Ça, c'est un élément, c'est-à-dire qu'on va fixer ce qu'on appelle une dynamique auditive,
C'est-à-dire qu'entre le moment entre j'entends et le moment où ça devient trop fort, eh ben, c'est l'espace qu'on peut utiliser ou c'est l'espace que vous avez tous pour accepter un petit peu toutes les variations sonores de la vie de tous les jours. Autre élément qui va être très important, c'est pas de fixer la dynamique auditive, ça c'en est un, mais le deuxième, c'est de voir si on n'a pas de dégradation de la sensation sonore. C'est-à-dire que si j'envoie un son moyen, si j'envoie un son fort, si j'envoie un son faible, eh ben, le patient, le testé, parce qu'il n'est pas forcément patient au départ, eh ben, il doit être capable de me dire que c'est un son faible, que c'est un son fort, que c'est un son moyen. Et ce qu'on appelle, qu'on va déterminer ce qu'on appelle le niveau de confort. Alors, niveau de confort, hein, pour un normand-entendant, on va être aux alentours de 60 dB pour une oreille. Ça, c'est ce qu'on va faire. Alors, comment on le fait? Alors, avec de l'adulte, c'est assez simple. Pour ceux qui ont déjà assisté à des réglages d'implants cochléaires, eh ben, on a repris le même schéma, c'est qu'on va travailler avec ce qu'on appelle des échelles de Sony. Alors, on a des graduations importantes. Hein, si nos enfants sont plus grands, ce sont des adolescents, ça va de non perçu à très faible, faible, moyen, fort, très fort ou trop fort. Donc là, bien sûr, il ne faut absolument pas aller sur le trop fort. Soit on a des échelles simplifiées pour des enfants, soit on peut le faire de manière ludique. C'est ce qu'on fait hein, pour les enfants implantés. On peut, même à 3-4 ans, une fois qu'ils ont les notions de petits, moyens, grands, on est capable d'utiliser ces échelles de Sony ludiques ou alors simplifiées. Mais c'est comme ça qu'on va être capable de déterminer justement ce qu'on appelle une zone de confort. Et en dans cette zone de confort, eh ben déjà, on va avoir une petite idée si on a ce qu'on appelle une linéarité, c'est-à-dire une sensation sonore qui évolue de manière normale. Je vous donne un exemple. Si, admettons, j'augmente à chaque fois de 20 dB, eh ben, je vais passer de très faible à faible. Si j'augmente de 20 dB de faible à moyen, et ainsi de suite. Et on regarde si on a une linéarité de la croissance de sensations sonores, ce qu'on appelle la croissance de Sony. Ça, c'est le bilan que l'on fait. Alors, quel est l'intérêt justement de travailler sur cette audition supraliminaire et justement de voir si on a une croissance de Sony qui reste linéaire ou si elle est non linéaire, c'est-à-dire elle est détériorée. Si on reprend un petit peu les capacités qui sont altérées dans le cadre des TTA, quand on voit écoute dans le bruit, localisation et ainsi de suite, je vais vous mettre en rouge tous les éléments qui pourraient être perturbés justement par une non-linéarité ou une dégradation de la sensation sonore. C'est-à-dire que l'écoute dans le bruit, il est clair que si on a une dégradation de la sensation sonore et qu'elle n'est pas identique sur les deux oreilles, on dégrade l'équilibre de perception des deux oreilles et dans le bruit, on va être en difficulté. La localisation, est évidemment, si j'envoie un son et qu'il est perçu faible d'un côté et qu'il est perçu moyen, voire fort de l'autre, on va dégrader la capacité à localiser. La discrimination auditive de deux sons proches, alors, le son proche, ça peut aussi donner un petit peu des interférences. Et puis, bien sûr, la compréhension de messages sonores reçus. Si j'envoie un message et qu'il est majoritairement plus fort sur une oreille que sur une autre, eh ben, automatiquement, ça va changer un petit peu le mode d'interprétation et le mode de réaction. Donc, nous, on met beaucoup d'importance justement à l'évaluation de cette audition supraliminaire. Bien sûr, c'est effectué oreille droite et oreille gauche sur les deux oreilles. Ensuite, il y a une évaluation, bien sûr, vocale qui est faite. Donc, une évaluation vocale au casque avec un matériel vocal qui est adapté à l'enfant. Donc, en général, c'est des enfants qui sont quand même 7-8 ans, on utilise des listes de Borsma ou ensuite des disyllabiques, voire des monosyllabiques. Alors, test dichotique, c'est plutôt, on n'utilise pas les tests normés comme Aude vous l'a cité tout à l'heure. On est plutôt sur une évaluation dichotique avec des listes de Borsma que l'on fait et puis on envoie à un niveau de confort, un mot droite, mot gauche et on demande un petit peu à l'enfant de se concentrer à droite et à gauche en fonction des consignes. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les évaluations dans le bruit. Alors, les évaluations dans le bruit, la réforme de novembre 2018, elle a mis en évidence d'abord qu'ils avaient une nécessité, que ça donnait le droit justement à certains patients à l'accès à l'appareillage et au droit surtout à la prescription médicale. Et il existe des tests normés. Alors, en France, il y a 3 tests normés. Il y a le Framatrix, il y a la VRB et le HINT. Alors, ce que vous voyez en bas de l'écran à droite, hein, c'est le test VRB. Et comme Isabelle vous le disait tout à l'heure, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les normes qui existent pour ces tests-là, ce ne sont pas des normes pédiatriques. Au niveau du Framatrix, on travaille et c'est là aujourd'hui où on a quand même, en termes d'âge, des normes ou des repères qui sont quand même beaucoup plus fiables.
Au niveau de la VRB, jusqu'à présent, le test était fiable jusqu'à 11 ans. La bonne nouvelle, si j'ose dire, c'est que le travail est fait, mais on peut espérer que début du deuxième semestre 2024, on aura un test VRB qui sera normé pour des enfants à partir de 6 ans. Ça va arriver, je pense, d'ici les 2-3 mois qui viennent. Mais pour l'instant, il est clair que moi, à titre personnel, j'ai utilisé des VRB sur des enfants de 6-7 ans. Avec la norme adulte, j'avais un résultat mais qui était, qui était à interpréter avec un tout petit peu de recul, parce que la norme qui est faite n'était pas faite pour ces classes d'âge. Alors, là, je vais vous montrer le cas d'un patient que j'ai pris en charge récemment. Alors, ce n'est pas un tout petit, hein, parce qu'il a 15 ou 16 ans, je crois, de mémoire. Et je vous présente un petit peu le bilan que l'on a pu faire. Donc, au niveau de l'audiométrie, ce que vous avez ici en haut à droite, au niveau de l'audiométrie tonale liminaire, il y a une audition qui est parfaitement normale. Au niveau de ces seuils subjectifs d'inconfort, ce que vous avez en bas de l'audiométrie, aux environs de 105, 110 dB, il a ce qu'on appelle un seuil subjectif d'inconfort qui est parfaitement normal. On est en général aux alentours de 105, 110, pardon, 115 dB au niveau de l'adulte. Et par contre, ce qu'on voit apparaître, c'est sa zone de confort. Sachez que la zone de confort, elle devrait être normalement aux environs de 60 dB, quelles que soient les fréquences. Et ben, on voit qu'au niveau de son oreille gauche, on a une zone de confort qui est plus précoce au niveau des fréquences graves et des fréquences aiguës. Et on voit surtout au niveau de son oreille droite une zone de confort qui est l'équivalent de 70-75 dB, qui est l'équivalent d'une voix forte. C'est-à-dire que c'est un normand entendant, et sur son oreille gauche, il demande en termes de confort l'équivalent d'une voix forte. Pourquoi? Je n'ai pas d'explication à ça. C'est un traitement de l'information qui est plutôt, qui n'est pas périphérique, qui est central. Les doléances de ce patient, c'était au niveau scolaire, ça se passait bien quand il était dans le calme. Par contre, il expliquait que quand il avait des activités de groupe, que ce soit scolaire, que ce soit personnel, que ce soit familial, là, il était en grosse difficulté et il exprimait de grosses incertitudes sur sa capacité à localiser un son. Au niveau de l'audiométrie vocale dans le calme, il y avait Ocas, Raise Ocas, qui n'avait absolument pas de problème pas particulier. Et par contre, quand on fait le test VRB, donc le test que vous avez en bas à droite, la norme, c'est la courbe noire que vous avez le plus à droite. Et quand on fait des tests à voix normale ou à voix faible, c'est un protocole particulier, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui, où on fait des VRB avec des voix normales ou des voix faibles, et bien sûr, il a une intelligibilité qui est très perturbante, qui est très perturbée, pardon, dans ce genre de situation. Donc, il a une gêne de perception dans les milieux bruyants. Donc, maintenant, si je regarde un peu ces difficultés, dans le bruit et puis dans l'localisation, je vais vous redessiner un petit peu les sensations sonores qu'il peut avoir par rapport à sa zone de confort. Donc, si on regarde aussi au niveau de son oreille gauche, vous voyez que le niveau vert ici, c'est ce qui est confortable pour lui. Et quand on regarde au niveau de son oreille gauche ici en bleu, son niveau vert, il est beaucoup plus haut. Il est aux alentours de 50-55 dB, alors que son niveau normal de sensations sonores, on est de sensations sonores, il est aux environs de 70 voire 75 dB au niveau de son oreille droite. Donc là, on a ce qu'on appelle une non-linéarité de la sensation sonore. Alors c'est quand même très important, parce que si je lui envoie un son à 75 dB sur le 1000 Hz, par exemple, il va me dire que c'est fort au niveau de son oreille gauche. Par contre, il va l'interpréter comme un son moyen au niveau de son oreille droite. Et ça, dans la vie de tous les jours, ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses. Alors, c'est un patient que j'ai revu hier. Je vous en parlerai un petit peu en fin de présentation. Alors maintenant, quels sont les axes justement qu'on peut prendre au niveau de l'appareillage auditif? Bien sûr, on parlait tout à l'heure de gêne essentiellement dans les milieux bruyants. Qui dit milieu bruyant, c'est-à-dire de travailler sur le rapport signal-bruit, comme vous l'a expliqué Aude tout à l'heure. C'est par rapport à un niveau de parole, c'est le niveau de bruit existant. Donc quand c'est positif, c'est que le niveau de parole est au-dessus du bruit, et quand c'est négatif, c'est que le niveau de bruit est supérieur au niveau de parole émis. Donc on va regarder un petit peu, on va voir comment on peut travailler ce rapport signal-bruit. Et puis, deuxième élément, c'est qu'est-ce qu'on va utiliser. Le premier abord, c'est une aide auditive conventionnelle, parce que vous verrez un petit peu ce qu'on peut faire aujourd'hui avec une aide auditive conventionnelle.
Et puis ensuite, si l'aide auditive conventionnelle ne suffisait pas ou n'apportait aucun bénéfice, bah, de travailler justement sur des éléments connectés. C'est soit des micros déportés avec des connexions Bluetooth, soit c'est des systèmes HF que vous devez sûrement connaître. Donc, la première chose, quand on met un appareil auditif, ça va être la première démarche. Donc, le but, c'est sûr, ça va être d'essayer de travailler et d'améliorer le rapport signal-bruit. Ce qu'on pourra faire, et c'est là où on a un besoin important d'avoir des tests normés dans les milieux bruyants pour les enfants, bah, ça va être, premier abord pour nous, ça va être de regarder si dans le bruit, on va avoir une évolution. Donc, quand on met un appareil auditif, on met un système de couplage en place. Et là, le système de couplage, c'est un peu la jonction qu'on met dans l'oreille. Justement, l'appareil va prendre le son, il va le travailler, et on va redistribuer le son dans l'oreille. Donc, soit on a ce qu'on appelle un mode de couplage par un embout fermé, ce que vous avez ici, soit un micro-embout, soit un embout traditionnel en haut à gauche, soit vous avez un embout ouvert. Bon, alors, j'ai mis une forme de dôme parce que c'est très moderne aujourd'hui, mais on peut avoir aussi des embouts avec des aérations très importantes. C'est que là, ben, l'oreille n'est pas occluse, il y a une partie de l'information qui peut passer naturellement, et puis l'appareil va donner une autre information. Et dans le cas d'un embout fermé, ben, il n'y a quasiment aucune information qui peut venir de l'extérieur, tout passe par l'appareil et tout est contrôlé. Alors, est-ce qu'on met un appareillage avec un embout ouvert? Est-ce qu'on met un appareil avec un embout fermé? Si on travaille d'abord pour gérer au mieux le rapport signal-bruit, c'est mieux quand on est avec une aide auditive, et après on pourra redébattre parce que dans d'autres cas, on pourra avoir une autre approche, c'est de travailler avec un embout fermé. Pourquoi travailler un embout fermé? Ben, je vous ai mis un petit peu ici le positionnement ici d'un embout ouvert dans l'oreille. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, si moi j'envoie un son, eh ben, quelque part le son, comme il y a une aération qui est très importante, il va passer en direct et aller jusqu'au tympan. Ensuite, ce même son, bien sûr, va passer par l'aide auditive. Donc, l'aide auditive va travailler l'information pour essayer justement d'améliorer le rapport signal-bruit. Et qu'est-ce qui va se passer? Bah, l'appareil va lui aussi envoyer une information. Et qu'est-ce qui va se passer au niveau du tympan? Eh ben, on va avoir quelque part une perturbation ou, enfin, je dirais pas un rapport de force, mais une confrontation qui va devoir s'assembler entre le message qui passe directement et le message qui est traité par l'appareil. Il pourrait y avoir des différences d'intensité, des différences de phase. On parlait tout à l'heure de soucis temporels ou traitement temporel de l'information. Bah, il est clair que si déjà le couplage amène de par lui-même une différence temporelle, une différence de phase, ce n'est pas souhaitable pour le patient. Donc le mieux, c'est de travailler avec un embout fermé et fait de travailler en embout fermé. La seule information qui sera restituée, c'est celle qui sera travaillée par l'appareil. Et là, quand je vous dis ça, c'est bien sûr avec un appareil auditif. Et la première approche est de dire, je vais essayer de trouver une solution avec un appareil traditionnel. Le gain, comment on va travailler le réglage? Il est clair que quand on met un embout fermé dans une oreille normale, on va créer une occlusion de l'oreille. Si on crée une occlusion de l'oreille, on va créer quelque part aussi une surdité de perception. Donc, on va devoir compenser l'effet d'occlusion, le fait d'avoir fermé l'oreille. On a une perte auditive, ça c'est clair, on crée une perte auditive. Donc, on va compenser justement cette obturation par un gain. C'est-à-dire que si le fait de mettre mon embout me fait perdre 10 dB de manière générale, eh ben, on va compenser pour 10 dB. C'est-à-dire qu'on va neutraliser l'effet justement de bouchon par la mise en place de l'embout. Deuxième élément que l'on va faire, c'est la réhabilitation de la sonie, la sensation sonore. Aujourd'hui, on a la chance parce que technologiquement, on a des appareils qui sont quand même très pertinents et qui sont capables de restaurer une sensation sonore. Donc, chez l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure, on avait quand même un problème de sensation sonore entre les deux oreilles. Et ben, l'appareil va être capable de le faire. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, ben, un son moyen, il est considéré du côté droit comme un son faible. Un son moyen à droite, il est considéré à gauche pardon, comme un son moyen. Et l'appareil va traiter ces informations pour qu'une fois qu'il a l'appareil, eh ben, la sensation de l'oreille droite et l'oreille gauche redeviennent identiques. Et on va recréer justement cet équilibre. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, rôle de protection. Alors, vous verrez dans la littérature, mais c'est des articles qui datent déjà, on parlait toujours de mettre un niveau de protection de 100 dB. C'est la notion qui était mise en place. Et quand on regarde un petit peu toutes ces études, et puis à l'époque, on n'avait pas ce regard
ni cette approche, ni cette mesure, même si c'est une mesure subjective, on n'avait pas cette mesure du seuil subjectif d'inconfort. Donc, si on prend des réflexes, on va dire des réflexes ou des données statistiques, bah oui, on va voir apparaître le chiffre de 200. Tandis qu'aujourd'hui, bah, le fait de faire ces mesures-là, eh ben, on va pouvoir personnaliser justement le niveau de protection et on va pouvoir le personnaliser fréquentiellement, parce qu'on peut être des fois plus sensible sur certaines fréquences que d'autres. Donc ça, on va l'individualiser par rapport au profil supraliminaire audiométrique. Et ensuite, une amplification. Est-ce qu'on met une amplification? L'objectif, toujours, c'est d'améliorer le rapport signal-bruit. Alors, ce qu'on peut faire, c'est même mettre en place une légère amplification, ce que moi j'appelle, on va colorer un petit peu la parole. Et comment on va la colorer? Parce que je vous ai mis en bas, ce que vous connaissez sûrement, c'est un petit peu les zones fréquentielles les plus importantes au niveau des indices de la parole. Donc, la coloration du son que l'on va faire, on va axer essentiellement sur du 1000 à 4000 Hz pour mettre en avant statistiquement les zones fréquentielles qui sont les plus pertinentes au niveau de la parole. Donc ça, c'est le réglage qui est fait avec l'aide auditive. Deuxième élément, et ça on parle toujours aussi du rapport signal-bruit, sont les algorithmes de traitement de signal. Alors, les algorithmes de traitement de signal, on a soit de la directionnalité. Aujourd'hui, on a une directionnalité avec énormément de possibilités. Et on a aussi une directionnalité qui va être fréquentielle, c'est-à-dire que vous pouvez être omnidirectionnel sur les fréquences aiguës et directionnel sur les fréquences graves. Donc, toutes ces polarités, ces types de micros, pour être simple, associés aux fréquences, on peut faire énormément de choses. Et le but, c'est de focaliser, si possible, sur les locuteurs et éviter de capter ce que j'appellerais des zones d'ombre au niveau des locuteurs qui seraient uniquement des zones de bruit. Ça, l'appareil est capable de le faire. Ensuite, mettre en place des réducteurs de bruit. C'est-à-dire que dans des zones fréquentielles, quand vous êtes sur une phrase, le gamin est parti à l'école, et si je mets demain un bruit cocktail party, eh ben peut-être qu'à des moments, sur des zones fréquentielles, il y aura surtout une représentation du bruit et pas d'indice de parole. Et ben à ce moment-là, l'appareil, comme il travaille très très vite, il est capable de dire, bah, à un moment T, fréquentiellement, là, je n'ai pas d'information, ça ne ressemble pas à une structure de parole, c'est uniquement une structure de bruit, et donc je vais diminuer. Et là, le but, c'est toujours de mettre en avant les structures de parole par rapport au bruit environnant. Alors, est-ce qu'on met tout de suite? Personnellement, je travaille par étapes. Si je vois un gros souci de sensation sonore entre les deux oreilles, je travaille d'abord sur la réhabilitation de la sensation sonore et l'équilibre des deux oreilles. Ensuite, on regarde un petit peu le bénéfice, l'évaluation qu'on peut faire et puis le bénéfice patient. Et ensuite, si besoin, on va travailler avec des algorithmes, de la directionnalité, du réducteur de bruit ou du réducteur de bruit et de la directionnalité. Donc ça, c'est tout ce qui est possible de faire avec une aide auditive. Si jamais tous ces éléments ne suffisent pas, et aussi, je vous ai parlé là quand même d'une distorsion de la sensation sonore, hein, d'une non-linéarité de la Sony, bah, on a aussi des cas où dans les bilans, on ne voit pas on ne voit pas de distorsion de Sony. Donc là, on va être amené à travailler de manière un petit peu différente et de travailler avec tous des éléments connectés qui vont. Ces éléments connectés, alors c'est soit les systèmes HF, hein, soit les systèmes Bluetooth. Alors, il y a une ancienne étude qui date déjà quasiment d'une petite vingtaine d'années, c'est que le système FM réduit l'impact de la distance. Ben, il est clair que si vous avez un locuteur très loin, ben, il parle normalement, quand il s'éloigne, il parle faiblement, et quand il est encore plus loin, ici, il parle très faiblement. Donc ça devient plus complexe. S'il y a encore du bruit, ben, souvent le niveau de bruit environnant, c'est un champ diffus, il reste constant, mais le niveau voix baisse. Et ça, ben, le système FM va complètement gommer cette notion de distance par rapport à la voix. Et puis, le système FM permet d'avoir tous les systèmes qui existent aujourd'hui. Ben, ce système permet d'avoir une amélioration vraiment considérable du rapport signal-bruit. Bon, une petite étude que je vous ai montrée, hein, ce que vous avez en orange pâle, c'est les patients qui fonctionnaient sans système FM. Et ce que vous avez en couleur orange plus foncé, c'est le bénéfice que vous avez avec et sans système FM. Donc vous voyez que le rapport signal-bruit, il est fortement augmenté avec ce système-là. Alors, aujourd'hui, essentiellement pour les enfants, c'est souvent un micro parce qu'ils sont en intégration normale, ils ne sont pas en classe spécialisée. Et c'est un micro donc, qui est porté par l'enseignant. Et bah, il va falloir réceptionner le son. Donc, réceptionner le son, ça va passer quand même par la mise en place d'une aide auditive parce qu'il faut bien qu'il y ait un élément qui réceptionne le son et qui redistribue l'information
dans l'oreille du patient. Donc, soit on a des systèmes par connexion Bluetooth, des petits, on appelle des micros que l'on appelle aux aides auditives. Soit on travaille aussi, donc le micro, bien sûr, il est au niveau de l'enseignant ou de la personne qui est avec l'enfant. Et puis, où on a des systèmes FM, où là, c'est un appareil, c'est un système de connexion. Alors, soit on a des systèmes intégrés, soit on peut travailler avec des petits colliers, et on a toujours un micro qui est placé au niveau du locuteur. Il existe des systèmes de classe pour des activités de groupe, hein, c'est des micros un peu comme, hop, je vais vous montrer ici, c'est un peu comme vous avez ici à gauche, hein, comme la soucoupe, c'est un micro qui peut être posé sur une table avec un micro qui va capter sur certains angles et ainsi de suite pour justement sur ces activités de groupe avoir essentiellement les locuteurs de la table et beaucoup moins les milieux bruyants. Donc ça, c'est énormément de choses. Pareil, on met quelque chose dans l'oreille. Est-ce qu'on met quelque chose un embout ouvert en couplage ou un embout fermé? Là, c'est un débat parce que s'il n'y a aucune correction qui est mise en place, on va travailler avec des systèmes ouverts. Si on envisage de coupler pour améliorer le bénéfice justement de l'appareil, on peut réfléchir à des systèmes fermés. Donc là, il n'y a pas vraiment de directive. C'est en fonction justement du profil de l'enfant et des stratégies qui ont été mises en place précédemment. Et je terminerai en disant que tout ce qu'on essaye de faire, justement, c'est d'améliorer le rapport signal-bruit, parce qu'on expliquait tout à l'heure que ces enfants dans le bruit sont en grosse difficulté. On parlait aussi de la localisation. La localisation, elle s'explique sur mon recul personnel, sur des distorsions de Sony, parce que quand on rétablit bien ces Sony, les problèmes de localisation, les patients ne s'en plaignent absolument plus. C'est un petit peu le cas que je vous ai montré. Je l'ai revu hier. Donc, les notions parfaitement normales. Il a un port d'appareil qui est quasiment de 8 heures par jour et il n'a plus aucun souci de localisation. Je vous parle du temps de port. Est-ce qu'il le met en permanence? Il me le dit, je le mets en classe. Le week-end, quand je suis chez moi, avec mes parents, des amis, quand je reçois des amis, je le porte. Quand je suis dans des ambiances calmes où je ne suis pas gêné, je le retire. En termes d'acceptation par le patient, parce qu'on peut associer quand même aussi acceptation avec le temps de port. Donc ça, c'est un travail qui est fait collectivement, hein, avec tous les professionnels de santé qui entourent l'enfant, c'est l'acceptation. Alors quand ils sont plus grands, c'est un peu plus simple. Quand ils ont 7, 8 ans, je peux vous dire que des fois, c'est beaucoup plus compliqué de lui dire tu vas porter un appareil alors que lui, au premier abord, il ne se sent pas spécifiquement gêné. C'est tout l'environnement des tests et de l'observation qui peut être fait par les professionnels qui amène justement au diagnostic de TTR, mais l'enfant lui-même, deux fois, est-ce qu'il est conscient qu'il a un souci? Ce n'est pas toujours le cas. Est-ce qu'il va accepter la contrainte de l'appareil? La vue de l'appareil aussi par ses camarades, là, c'est tout un débat et tout est des échanges qu'on doit faire. Coût et prise en charge. Au niveau de l'appareil, donc aujourd'hui, grâce à l'arrêté de 2018, les appareils sont pris en charge. Les systèmes FM. Alors, les systèmes FM, bien sûr qu'il y a des prises en charge, mais il y a des diversités au niveau des départements. Il y a des départements où la prise en charge est totale. Il y a des départements où la prise en charge n'est pas totale. Donc là, c'est quelque chose qui doit être aussi échangé et voir un petit peu si on part sur un système FM où on a un coût quand même beaucoup plus important ou sur des micros déportés avec une liaison Bluetooth où là, on a quand même des coûts moindres. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup aux trois intervenants pour leur exposé. C'était riche, clair, complémentaire. Voilà, merci pour tout. Je trouve que la FPA et l'AFNO nous ont offert vraiment un espace pour découvrir la surdité centrale. Merci aussi à tous les auditeurs qui sont venus de tous horizons. Nous espérons que la soirée aura répondu à vos attentes, mais peut-être que ce n'est pas terminé et donc n'hésitez pas là via le chat à poser vos questions. Alors, est-ce qu'il y a des questions? On se disait que peut-être, si vous désiriez pas forcément passer par le chat, ouvrir votre micro et poser la question directement à l'un de nos intervenants. Vous avez été super clair. Du coup, il y a peu de questions. Non, mais surtout des remerciements, hein. Merci beaucoup pour ces belles présentations. Très, très Alors, intéressant et j'ai quand éclairant. même une question.
y a-t-il un centre référent dans chaque région et y en a-t-il un à Lille notamment? Ça, c'est une bonne question. Donc, à Lille, des centres référents avec des protocoles aussi bien organisés que celui de Necker ou celui qui est mis en place sur Toulouse. La réponse est non. Maintenant, est-ce que l'équipe est sensibilisée? Oui. Mais les bilans se font un petit peu au gré des consultations et des échanges de difficultés de l'enfant. Mais il est clair qu'il n'y a pas un bilan qui peut être fait sur une journée avec tout ce qui vous a été tout ce qui vous a été présenté par le docteur Isabelle Rouillon. Bon, maintenant, les sensibilités existent et à la fois à Amiens et à Lille. Et à dater d'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de protocole ritualisé, non. Alors, on nous demande quand même si c'est possible d'avoir une liste des centres référents. Est-ce que c'est référencé quelque part? Je crois que Aude, tu avais cherché un petit Non, peu. non, j'ai cherché, en fait, c'est pas référencé. Je sais qu'il y a des initiatives à gauche, à droite. Avec Isabelle, on donne une formation au sein de Fnoform, donc il y a plusieurs équipes qui sont venues se former. Je sais qu'à Besançon, il y a une équipe qui s'est montée et qui a ouvert une antenne à l'automne dernier, je crois, en septembre. À Lyon, il y a le docteur Wun Taiwan hein, qui a une pratique pour le TTA. Et après, je sais pas. Peut-être que certains en connaissent. Alors, si certains se connaissent, n'hésitez pas à mettre les noms dans le chat. Après, j'ai une autre question. Combien coûte un micro sans prise en charge? S'il n'y a pas de prise en charge, à combien ça se Alors, si on monte? regarde les micros, ce qu'on appelle les micros déportés, la connexion Bluetooth, aujourd'hui, ça vaut 250 euros, entre 200 et 250 euros. Mais il faut que l'enfant puisse aussi bénéficier de la prise en charge d'un appareillage, qu'ils viennent se connecter sur un appareillage traditionnel. Et que ce soit là un appareillage de classe 1 ou de classe 2, ça pose aucun problème, parce qu'aujourd'hui, ils ont tous la connectivité Bluetooth disponible. Donc, ça pose pas de problème. Et si je peux me permettre de compléter, Vincent, pour avoir un micro HF, il faut parfois monter un dossier MDPH Oui, 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 c'est ce qu'on dit. qui est un peu lourd et qui peut être, enfin, on peut aider la famille par une assistante sociale. Nous, à Toulouse, c'est ce que tu as dit, hein, il y a des réponses plus ou moins différentes en fonction des départements. À Toulouse, c'est le conseil départemental qui prend le relais, donc parfois ça vaut le coup d'interroger voilà, les acteurs plus locaux. Et Oui, nous, sur la temporalité, moi je sais pour avoir travaillé aussi dans l'Oise, c'était quasiment fait un an à l'avance. Tout le cheminement, la MDPH, le financement par le rectorat, ça prenait énormément de temps. Oui, nous, on a quasiment que des refus par la MDPH sur les micro-HF. Il faut vraiment faire des recours. Et par contre, par le rectorat, on a eu quelques réponses favorables aussi. Ça reste difficile, hein, la prise en charge du micro-HF par la MDPH. Alors, il faut savoir aussi ce qui se passe aussi. On peut très bien. Alors, là, on parle des enfants à problème TTA. Je ne parle pas des enfants malentendants en structure. Mais un système HF traditionnel, ça vaut entre 1 500 et 2 000 euros. Quand on regarde le financement d'un accessoire, on est à 250 euros. Donc, on ne parle pas de la même chose. Maintenant, technologiquement, on ne parle pas de la même chose non plus, parce que les systèmes HF peuvent avoir déjà en captation un pré-traitement de l'information pour essayer de redistribuer quelque chose de beaucoup plus clair et de beaucoup plus net. Mais là, on parle pour des enfants malentendants, déjà qu'avec un déficit auditif important. Moi, mon avis personnel, hein, c'est que les systèmes de connexion Bluetooth, pour ce profil d'enfant, mais marchent tout à fait aussi bien que les systèmes HF. Ce qui veut dire que derrière, en termes de financement, c'est plus la même chose. Mais quand on demande des financements pour des petits systèmes de connexion, c'est plus considéré comme des accessoires que comme des aides à l'écoute. Alors, tandis qu'au niveau des organismes, quand on demande un référencement, une demande pour un système HF, c'est quelque chose qui existe, qui est un petit peu dans leur matrice. Par contre, les micros, ça l'est encore beaucoup moins pour l'instant. Alors que ça peut apporter le même bénéfice avec un coût qui est d'un rapport de 1 à 10. Hein.
Les systèmes Bluetooth, ils ont une portée aussi longue que les systèmes FM ou pas trop? Alors, non, c'est un peu moins long, mais si on parle de port scolaire, de port familial aussi, ou même je fais du vélo, je le mets à l'enfant, oui, oui, là, il n'y a pas de débat. D'accord. Enfin, alors, après, hein, pour les parents, mais alors ça reste entre nous, c'est juste une petite anecdote, mais aujourd'hui, la connectivité sur les applications, elle est tellement puissante que pour certaines générations de smartphones, ils ont l'option de fonctionner en microphone déporté, hein. Mm. Donc, à la rigueur, je prends mon téléphone, je mets l'application, j'appuie sur un élément de l'application, je parle à mon téléphone, et ça devient mon microphone déporté. Bon. Maintenant, à 7, 8, 10 ans, on ne va pas à l'école avec ça, surtout pas. Mais c'est pour vous dire, hein, par rapport on va dire, à la vie familiale, où on a des petites astuces comme ça pour que les enfants puissent avoir une aide complémentaire. Alors, j'ai une autre question. Pour le manque d'étalonnage des tests dans le bruit chez l'enfant, y aurait-il une pertinence à prendre le score du Lafond bruit de la BAC qui est étalonné pour toutes les tranches d'âge? Pour toi, Aude. Alors déjà, je voudrais féliciter Adeline parce qu'elle nous suit de la Réunion. Et j'ai vu juste avant qu'ils avaient monté une consultation. Donc, bravo à la Réunion qui s'est lancée. Bravo Adeline. En fait, ce test-là, qui est dans la BAC, il a été enregistré par Monsieur Demanet. Et Monsieur Demanet avait parce que maintenant il est décédé, il avait un accent fort liégeois. Et donc son accent, qui est très fort et très prononcé, est assez difficile pour ces enfants qui ont un trouble du traitement auditif, tous les accents, et d'ailleurs dans la prise en soin, on travaille aussi un peu ça. Donc, tous les tests qui ont été faits en Belgique ou au Canada sont difficiles. Alors là, les dichotiques, ça va à peu près parce que c'est le logopède qui a enregistré. Il y a juste le 8 qui étonne un petit peu nos petits Français. Mais les tests dans le bruit, en fait, on ne peut pas les réutiliser parce que malheureusement, l'accent est trop fort. Et comme ce sont en plus des lafons, c'est des mots très courts, on peut pas c'est l'intérêt, c'est qu'on peut pas céder de la suppléance mentale, mais le 1 belge n'est pas du tout le même que le 1 en France, donc c'est trop compliqué. On avait essayé au départ, c'est ce qu'on voulait, et on n'a pas pu. On a été un peu dur parce qu'il y a quand même le Framatrix simplifié qui a été étalonné selon l'âge. C'est un test dans le bruit qui existe, qui est utilisé beaucoup avec les enfants sourds implantés ou appareillés. C'est un test, mais le problème, c'est qu'il a été simplifié et c'est une liste de mots, des chiffres et des couleurs. Et c'est vrai que ça tourne, donc c'est 3 crayons verts, 6 stylos, je ne sais plus ce que c'est comme mot, mais 6 stylos bleus, etc. Mais pour l'enfant qui a un TTA, c'était trop facile parce qu'ils ont des bonnes compétences langagières, donc ils ont une bonne capacité de suppléance mentale et ils devinaient. Au début, on l'a fait à Necker avec Isabelle, on les a fait passer ces tests et ils devinaient parce qu'une couleur en haie, il n'y en a pas 10 000 en fait, hein. Quand vous entendez haie, vous savez que c'est vert, quand c'est E, c'est bleu. Donc finalement, c'était trop facile et ça ne nous a pas permis voilà, de repérer, de diagnostiquer à partir de ce test-là. D'accord. Alors, j'ai une autre question d'un médecin de l'éducation nationale qui dit donc effectivement, il n'y a pas de centre de référence à Lille, mais si on suspecte un TTA, où est-ce qu'on envoie? Donc, quand même au CHU de Lille. Oui, 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 mais je pense que, parce que moi je les ai interrogés quand même, parce que bon, je les côtoie assez régulièrement, et je pense que de les interroger, ça peut-être mutuellement les motiver à se structurer. Les tests sont faits, si on regarde un petit peu tout ce qui était présenté, c'est fait, mais c'est pas le fait dans le cadre d'un protocole. Voilà. Donc on peut espérer qu'ils se rapprochent des structures qui ont déjà l'expérience et que dans les Hauts-de-France, que ce soit à Lille comme sur Amiens, on ait rapidement et prochainement des, des bilans avec des protocoles bien ficelés. Voilà. Et au préalable, est-ce qu'il faut des bilans particuliers pour demander rendez-vous au CHU?
Ou à la Lille ou à Amiens. Oui, par exemple. Ah oui, non, mais alors, moi, j'ai discuté, alors, je vais la citer avec le docteur Nathalie Klopp, qui est, bon, qui pour l'instant elle est en congé maternité, mais elle m'expliquait qu'au cours des échanges, justement, avec les parents, avec les orthophonistes, ici et là, elle est amenée à faire au gré du temps, justement, tous ces examens. Donc, oui, au niveau de consultation d'audiophono au CHU d'Amiens, oui, aux consultations audiophono de Lille. Mais maintenant, c'est pas fait je suis sur une journée où un enfant va venir et puis va pouvoir bénéficier de tous les examens. Non, non. Est-ce que pour prendre rendez-vous, il faut déjà des petites preuves pour qu'on nous accorde le rendez-vous ou on dit on suspecte un TTA et... Ah non, sur une suspicion, c'est possible de prendre rendez-vous. et- Alors à Toulouse, ça fonctionne différemment parce que l'unité ressources audition est rattachée au SMR Paul Dautin qui est sanitaire mais qui n'est pas le CHU. Et donc nous, il faut repasser par l'ORL parce que c'est l'ORL qui nous adresse et qui fait les épreuves avant que l'enfant vienne sur l'unité. Donc nous, à Toulouse, ça passe par l'ORL. C'est l'ORL qui adresse sur l'unité. Chez Alors, nous, ce sont soit des orthophonistes, soit des médecins ORL qui nous adressent les enfants. La plus souvent, ce sont des orthophonistes. On commence toujours par faire un bilan médical afin de vérifier les seuils auditifs. Et je rebondis sur la question suivante. Encore une fois, c'est compliqué de faire. C'est déjà compliqué comme diagnostic. Alors, c'est vrai que si en plus l'enfant a une surdité dessous, on aura vraiment du mal à interpréter nos tests et à les faire passer. L'épreuve dichotique, par exemple, elle n'est pas ouverte si on a une récupération tonale avec l'appareillage auditif. Il faut bien qu'on soit au casque ou aux inserts. Donc, à mon sens, aujourd'hui, on est assez démunis pour évaluer nos enfants sourds de façon centrale. Mais c'est évident qu'on peut tout à fait imaginer qu'ils puissent cumuler des difficultés. En revanche, aujourd'hui, pour ma part, je ne peux pas les explorer s'ils n'ont pas une audition périphérique normale. Ça, c'était pour répondre à la question, si tout le monde n'a pas vu dans le chat, qui était quid des enfants sourds avec une bonne récupération à la tonale avec appareillage, mais des difficultés persistantes de traitement verbal. Peut-on évoquer des troubles du traitement auditif? Mais la réponse est, c'est compliqué En de tout les cas, je pense évaluer. que si vous avez vraiment une grosse discordance tonale vocale, assurez-vous qu'il y a bien eu un PEA de fait pour éliminer une neuropathie aussi. Et il y avait une question qui reprenait, ça, Aude, tu avais quand même partiellement répondu, mais est-ce que tu peux préciser des pistes pour différencier un TDL et des difficultés de Je pense traitement que, auditif? je pense que dans la question, en fait, le TDL est le trouble du traitement auditif en plus de la surdité. En Ouais. fait, je pense que dans la question, c'est un enfant sourd qui a une bonne récupération avec ses appareils à la tonale, mais qui a des difficultés persistantes de perception, même malgré une bonne récupération prothétique. Est-ce qu'à ce moment-là, on peut évoquer un trouble du langage ou un trouble du traitement auditif? Là, c'est trop compliqué. On ne pourra pas on ne pourra pas poser ce diagnostic en plus d'une surdité aujourd'hui. Un jour peut-être, mais aujourd'hui on ne pourra pas. En revanche, on peut travailler l'audition, ça, il n'y a pas de problème, même sans diagnostic. On peut travailler l'audition complexe et il faut aller jusqu'à des choses difficiles pour aider ces enfants parce que le travail peut améliorer. Pas d'autres questions? Excusez-moi, en étant à Aix-en-Provence, moi j'ai une petite patiente pour qui je me pose des questions, avec une surdité périphérique qui est normale, mais une surdité plus fluctuante. Et en écoutant tout ce que vous dites, là, ça me pose quand même pas mal de questions par rapport à tous vos exposés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, si le centre le plus proche éventuellement c'est Toulouse, il faudrait que j'adresse donc cette jeune fille à Il faut l'ORL. demander ou il faut demander à Marseille, peut-être. Marseille, c'est plus proche. Il y a cette Peut-être qu'il faut possibilité. demander à Marseille. Je ne sais pas du tout si à Marseille, ils ont monté une unité ou pas. Je ne sais Ouais, pas, mais le fait de je vais demander, contacter déjà, ça va beaucoup. leur montrer qu'il y a de la demande et ça les motivera peut-être pour évaluer ses enfants aussi. D'accord. Oui, je suis en contact avec eux, donc effectivement, je peux leur demander s'ils font ce type de choses ou pas. Ok, très bien. On peut commencer par ça. Merci. Pas d'autres questions?
S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir mettre fin à ce webinaire en remerciant particulièrement nos 3 intervenants, mais également aussi la Fondation pour l'audition et puis l'AFNO et le SOF pour leur partenariat. Et puis, bonne soirée à tout le monde. Merci pour vos participations. Alors, il y a quand même une autre question qui s'est rajoutée. Y a-t-il des sensibilisations au sujet pour les pédiatres? Particulièrement, je ne sais pas, moi, s'il y a des formations qui se font. Est-ce que vous êtes au courant? Non, Orientées j'avais spécialement été pour en les lien pédiatres. avec plusieurs médecins des différents rectorats d'Île-de-France qui avaient été intéressés qui m'avaient dit on vous contactera pour faire des formations pour les médecins scolaires, mais ils n'ont pas donné suite. Donc de mon fait, non, en tout cas, mais peut-être d'autres. Alors après, on nous demande s'il y a possibilité d'avoir les diaporamas. C'est pas prévu. C'est pas prévu. Il y a le replay qui sera accessible pendant un Ouais. mois. Eh bien, merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bonne Bonnes soirée. vacances à ceux qui en prennent. Merci, bonne soirée. Alors, merci à tous. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.